facts, big old facts, big old rain, big old change. We do it big, we do it big. Big old facts, big old facts, big old facts, big old facts, big old rain, big old change. We do it big, we do it big. Salut tout le monde et bienvenue au podcast des Blue Jays, édition du 25 avril 2025, qui est présenté sur la télé de Rogers, Gavino Defalco avec Jérémy Filosa. Comment ça va, mon bon ami Philo? Ah, ça va bien, ça va bien. Je pense que notre thème d'ouverture, il est plus palpitant que les matchs des Blue Jays par les temps qui courent. Ça se peut-tu, ça? Ben du monde, je pense, qui sont tombés endormis sur le divan. Surtout dans la série contre les Astros à Houston. On va en parler en long et en large de cette mauvaise semaine au bureau des Blue Jays de Toronto, parce que lorsqu'on a quitté lors de la dernière émission, les Jays étaient tout simplement en feu. 11 victoires, 8 défaites. Ça a dégringolé, là. C'est 5 défaites de suite, 2 contre les Mariners à Toronto, et tu t'es fait balayer contre... Écoute, on n'est pas capable de battre tout simplement les Astros de Houston à Houston. On a fait preuve de tourisme là-bas. 5 défaites de suite pour les Blue Jays de Toronto. On va regarder le classement dans quelques instants. Philo, un petit mot sur la semaine décourageante, je dirais, des Jays. Et malheureusement pour les partisans, là, ça dégringole au classement. Oui, c'est pitoyable. C'est pitoyable, surtout en attaque. On n'a rien à se mettre sous la dent. Puis tu sais, Gavino, quand j'ai regardé le calendrier, puis là, j'ai vu, Houston, les Blue Jays venaient de perdre 2 matchs consécutivement contre les Mariners, puis j'ai dit, à Houston, le stade, c'est quand même un stade où tu peux frapper des circuits. Tu sais, les clôtures sont pas extrêmement élevées, ou en tout cas pas élevées, mais pas profondes. J'ai dit, peut-être qu'il y a une couple de gars qui vont frapper la longue balle, ça va leur redonner confiance. Ça n'a pas été ça du tout. Tu sais, je parle souvent de jouer du baseball de situation. Tu le sais, je suis vraiment un fervent amateur de baseball de situation. Mais pour jouer du baseball de situation, il faut quand même que tu te rendes ses buts. Là, on ne peut pas jouer du baseball de situation. On n'arrive pas à se rendre sur les sentiers. Alors, c'est compliqué, là. Ça a été très compliqué. Dans les 6 derniers matchs des Jays contre les Astros à Houston, attache ta tuque, 34-3. 34-3 pour les Astros de Houston. Toronto, là, envoie les victoires par la poste. Ça va être plus simple. Non, mais sérieusement, ça commence vraiment à ressembler à la saison 2024. Là. On peut regarder quelques statistiques et le classement présentement. Toronto, 12 victoires, 13 défaites, comme je disais tantôt. La semaine dernière, c'était 11-8. Les Jays avaient gagné le premier match de la série contre les Mariners avant de baisser pavillon 2 matchs et ensuite se faire balayer contre les Astros de Houston. C'est surtout dans la façon que tu te fais battre. Tu frappes pas, les lanceurs commencent à n'arracher et en relève également, on commence à être surtaxé. Et surtout, les statistiques générales, là, ça commence à faire peur. Là. Au niveau des points marqués, 88 seulement du côté des Jays, 25e dans les majeurs. Côté des lanceurs, ça se replace, 3,79. Donc, si tu marques 4 points, tu donnes une vraie chance de gagner des matchs. Et regardez les 2 dernières statistiques. Là. L'avant-dernière, 13 coups de circuit depuis le début de l'année, 13 seulement. Ça, il y a juste les Royals de Kansas City qui ont fait pire et 242 de moyenne. Tu sais, la semaine dernière, je pense que les Jays, on se maintenait dans le coin de 2,56. On était 6e dans les majeurs. Là, si tu frappes maintenant pour 2,42, ça veut dire que les joueurs ont frappé pour 180, 200, 7 moyennes cette semaine. Ça baisse considérablement. Écoute, moi, je commence à être inquiet, là. Oui. Je suis inquiet, puis je veux pas appuyer sur le bouton panique, mais lorsqu'on disait que ça commence à ressembler à 2024... j'ai été excité les 10 premiers matchs. Depuis ce temps-là, amène-moi des arguments parce que je sais plus quoi penser de ce club-là. Là. Ça frappe pas et ça lance pas. Tu sais, faut que je regarde mon calendrier puis que je me pince pour me rendre compte qu'on n'est pas en 2024. C'est pratiquement du copier-coller. Souviens-toi, l'année dernière, les lanceurs partants faisaient le travail, donnaient souvent à l'équipe une chance de gagner les rencontres. Souviens-toi l'année passée, les Blue Jays qui avaient mené
les majeurs pour les départs de qualité qui, finalement, s'étaient avérés soit en défaite ou en non-décision pour les lanceurs partants. C'est exactement la même chose qui se passe cette année. Souvenez-vous à quel point Guerrero, ça y avait pris du temps pour commencer à frapper la longue balle. C'est exactement la même chose qui se passe encore cette année. Donc, au moment où on se parle, il n'y a rien qui me prouve que cette année-là va être meilleure que celle de l'année dernière. On a été obligé, dans le match numéro 3 de la série contre Houston, de faire lancer Garcia et Hoffman, qui normalement entrent dans les matchs quand on a l'avance. Parce que ça faisait une semaine qu'il était assis dans l'abri, il n'y avait rien à faire, il se tournait les pouces. Fait qu'on s'est dit, bon, on va les faire lancer. Mais, en tout puis moi, là, Gavino, ça tient pas la route, là. On peut reculer la cassette à samedi dernier, lors du match en prolongation contre les Mariners de Seattle. Oui. Toronto, là, bon, c'était égal. Après 9 manches, les Mariners ne marquent pas en 10e. Et là, tu te dis, écoute, il te faut juste un point. Là. Oui. Un point et tu te sauves avec la victoire. T'as même pas besoin d'un coup sûr. Tu te poursuis justement cette séquence positive. T'as le coureur fantôme qui est au deuxième coussin. On donne une passe gratuite à Vladimir Guerrero. Donc, un gars au 2, un gars au premier, pas de retrait. Et là, t'as Anthony Santander que tu as consenti 95 millions pour les saisons à venir. Là, ta job, Anthony, c'est de déposer un amorti et de faire avancer le coureur au 3e. Je sais pas c'est quoi le plan de match en prolongation des Jays de Toronto. Je l'ai dit l'année passée, il n'y a pas de plan de match. Santander arrive au bâton, aucune balle de prise, quelque chose comme ça, et frappe une flèche dans la gauche. C'est facilement capté. Bref, les Jays ne marquent pas et perdent le match, je pense, en 12e manche. Non, mais sérieusement, là, ta job, Anthony Santander, c'est pas de frapper un coup de circuit de 3 points. Laisse faire les stats. C'est de faire avancer le coureur au 3e but avec seulement, un retrait. Ensuite, on sauve avec la victoire. Pas ça pantoute. Pas ça pantoute, Philo. Je pense que ça a commencé là, la série d'insuccès. Pas de plan de match en prolongation. Bon, écoute, moi, j'ai toujours dit que j'avais pas de problème à ce que les Bichette, Guerrero et Santander ne déposent pas des amortis, qu'on les laisse s'élancer, parce que c'est les gars qui sont supposés faire du dommage dans l'alignement. Mais Santander ne frappe pas pour le diable présentement. En début de saison, tu sais que tu as de la misère. Alors, toi-même, Santander, tu devrais te dire, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour aider mon équipe présentement? Et même s'il s'appelle Anthony Santander, puis on l'a signé pour frapper 40-45 coups de circuit, tu sais à quel point tu en arraches. Ben, organise-toi pour faire ce que tu as à faire pour, comme tu viens de le mentionner, faire avancer des coureurs. Ce match-là contre les Mariners de samedi, jamais les Blue Jays n'auraient dû le perdre. On a eu plusieurs occasions avec des coureurs au 3e but, avec moins que 2 retraits. On n'avait même pas besoin d'un coup sûr. Simplement un ballon sacrifice, simplement... je ne sais pas, un roulant au 2e, quoi que ce soit, et tu marques le point de la victoire. Ben non, on a été incapable de le faire. Et là, tu as parlé du but sur balle à Vladimir, OK? Mais là, il faut parler de ça, là. Parce que Vladimir, au début de la saison, souviens-toi, 4 balles, il courait au premier, super motivé, puis il disait, moi, je ne m'élance pas sur les mauvais lancers. Là, regarde-les là, depuis 2-3 matchs. Il est frustré en tabarouette. Ouais. Pourquoi il est frustré? Parce qu'il n'obtient pas de tir de qualité. On le balle continuellement. Puis je te dis pas à Vladimir de s'élancer sur des tirs à l'extérieur de la zone des prises pour se faire retirer. Non. Mais à un certain moment donné, il va falloir régler ce problème-là. Parce que Vladimir, on ne le défie pas. Pourquoi? Parce que Santander ne vaut pas de la chenoute depuis le début de l'année, on va se le dire. Puis Imanez, il ne fait pas peur à un moustique. Fait que, tu sais, le plan de match n'est pas compliqué. On lance autour de la zone des prises à Vladimir. S'il se lance, tant mieux. S'il se lance pas, on le met au premier. Les 2 suivants font rien. Alors, sérieusement, on parle de l'alignement des frappeurs et tout ça, on va en parler dans quelques instants. Mais le 25 avril, au matin, Vladimir a autant de circuits que Nathan Lucas. Ils en ont un chaque. Comme je disais la semaine passée, là, inquiète-toi pas, Vladimir va commencer à frapper vers le mois de mai, vers le mois de juin. Non, tu l'as signé pour 500 millions, c'est pour être bon dès le 1er avril. Et il y a eu beaucoup de présence au bâton avec des gars et buts, des game is on the line, début de la 9 ou fin de la 9, puis Santander et Ni Guerrero ont fait la différence. Tu signes ces gars-là pour être performants lorsque tu affrontes le releveur numéro 1 de l'autre côté, et plus souvent qu'autrement cette année, ça a été un gros 0. Je m'excuse, là, mais quand est-ce qu'ils ont frappé des coups sûrs importants, ces gars-là, puis on est rendu le 25 avril. Je te dis, je commence à être inquiet. Et là,
qui est à blâmer pour les insuccès, là? T'en souviens-tu l'année passée? Ça a pris un temps énorme à aller chercher Spencer Horwitz qui faisait la pluie et le beau temps dans le 3A. On a commencé à réagir, je pense, vers la mi-mai. Là, je m'excuse, là. Tout le monde est en léthargie du côté des Jays. Et on dirait, et mon feeling général, lorsque les Jays tirent de l'arrière par 1, 2 ou 3 points, puis il reste encore là, 6 manches à jouer, écoute, dans mon fort intérieur, c'est fini. Je sais que c'est fini parce qu'ils reviendront jamais de 3 points en 6 tours au bâton. C'est fini. Oui, mais c'est exactement le feeling que les joueurs ont sur le banc aussi. Tu sais, moi, je vais blâmer la direction de l'équipe pour plusieurs raisons. Il y a un gars que je blâme le joueur directement, c'est Anthony Santander. Lui, il faut qu'il se réveille. OK? Parce que là, on est en train de se rendre compte d'une chose, là. Dans un line-up pacté, excusez l'expression, à Baltimore, il n'était qu'un bon frappeur parmi tant d'autres et il faisait le travail parce qu'on le défiait autant que les autres. Là, on compte sur lui, là. C'est lui l'homme de la situation. C'est lui qui est supposé faire produire les points et il ne le fait pas. Il faut qu'il se réveille. Pour le reste, je dois blâmer la direction, Gavino. Puis là, on va en reparler là, dans les émissions qui s'en viennent. Mais Schneider, c'est sa dernière année de contrat. Atkins, il reste une année l'année prochaine. Et Shapiro, dernière année de contrat. Je suis désolé, Gavino, mais regarde l'alignement des Blue Jays, là. Puis c'est tout des « on espère ». On espère que Beau Bichette va être aussi bon que lors de ses 4 premières années dans le baseball majeur. On espère qu'Alejandro Kirk va redevenir le Silver Slugger qu'il était dans le temps. On espère que Varsho redevienne le gars qu'il était lors de sa dernière année en Arizona. On espère que Jiménez redevienne le gars qui avait frappé pour près de 300 il y a 3 ans à Cleveland lorsqu'on lui a consenti ce contrat-là. On espère que Miles Straw va redevenir le gars qui était encore là, lui aussi, lorsqu'on lui a consenti un mauvais contrat il y a 2-3 ans. Mais on espère, mais on va espérer pendant combien de temps? Ça fait des années que ces gars-là n'ont pas livré la marchandise. Et je vais revenir sur Jiménez, parce que là, il faut que je parle de Jiménez, là, parce qu'il a frappé 3 circuits dans ses 4 premiers matchs, là, mais depuis ce temps-là, là, c'est des pichenottes. On va se le dire, là. Je veux savoir, j'écoute les émissions, là, à Toronto, les lignes ouvertes, les experts, tout ça. Qui demandait l'année passée, hey, ça nous prendrait un super bon joueur de deuxième but défensif qui frappe pour 200. Let's go! On s'est investi là-dedans pour plusieurs années et plusieurs dizaines de millions de dollars, soit dit en passant. Dizaines! T'es pas généreux, là. Cette année, Jiménez, OK, c'est 10. L'année prochaine, c'est 15. En 27, c'est 23. En 28, c'est 23. Puis en 29, c'est 23. Plusieurs. Oui. Pas 10. 23 pour 200 de moyenne. Je vais répéter ce que j'ai dit la semaine dernière. Mais dans quelle espèce de monde de fou vivons-nous où des gars comme Jiménez qui frappent pour 200 et des gars comme Kirk qui frappent pour 200 gagnent des 10, puis des 15, puis des 20 millions de dollars par année? La gestion de la masse salariale chez les Blue Jays, c'est à foutre au vidange. Ça n'a aucun bon sens quand tu regardes les dollars dépensés et ce que tu obtiens en retour, surtout offensivement parlant, Gavino, c'est désastreux. Désastreux. Kirk, c'est 4,6 cette année. Ensuite, les 5 autres années suivantes, là, jusqu'en 2030, 11,6 par année. C'est épouvantable. 11,6 par année. C'est épouvantable. Frappe déroulant, retrait automatique, dans une balle à double jeu, éteint des menaces, bloque bien des tirs, bloque les lancers de Brandon Little de 58 pieds. Un catcher qui bloque des tirs, là, je suis capable d'en trouver. Tant qu'à ça, j'aurais gardé Jansen dans l'équipe. Au moins, il était capable d'en mettre une l'autre bord de la clôture une fois de temps en temps. Non, regarde, c'est 240 millions. Et là, qui est à blâmer pour les insuccès? Si, mettons, tu te fais balayer contre les Yankees en fin de semaine, et bon, les insuccès se poursuivent, tu n'auras pas le choix éventuellement de faire un changement au niveau de la gestion, là. Que ce soit au deuxième étage ou sur le terrain. Tu sais, tu n'as pas été capable de motiver ce groupe-là qui est dans une fenêtre, là. Je veux dire, c'est tous des vétérans lanceurs, des Berrios, des Gausman, des Bassett. C'est pas un club en reconstruction là, que tu as sous les yeux. C'est un club qui est prêt à gagner maintenant. Et là, ça ne fonctionne pas. Et l'alignement ne fonctionne pas. On l'avait dit l'année passée.
pas de premier frappeur, Ouais. et ça te prenait 2-3 frappeurs de puissance de plus. T'en as ajouté un, parfait, Santander dans une léthargie de 30 jours, on va être patient. Ton premier frappeur, Beau Bichette, là, c'est pas un gars qui va aller chercher des buts sur balle et qui va être patient à la plaque et qui va faire travailler le lanceur partant, Non. 7, 8, 9 lancers. Beau Bichette est là pour ses lancers. C'est pas un premier frappeur. T'as pas de premier, D'accord. t'as pas de deuxième frappeur parce que Vlad, c'est pas un deuxième frappeur. On commence par quoi puis par où, Philo? Ben, il n'y a pas de solution, Gavino. Moi, là, je me lève le matin, je pense à ça. Je me couche le soir, je pense à ça. Il n'y en a pas de solution miracle. Comme tu viens de le mentionner, un vrai frappeur de premier rang, un vrai lead-off man, il n'y en a pas dans cette équipe-là. Donc, tu mettras qui tu veux, tu n'auras jamais une solution parfaite. Ça, c'est la première affaire. Un frappeur qui va frapper numéro 4 et qui va te clairer les buts, non plus. Moi, là, OK, je vais te dire ce que je ferais avec l'alignement qu'on a présentement, mais comme j'ai dit, ça ne réglera pas tous tes problèmes. Pour moi, Bichette, c'est un deuxième frappeur. OK, ça, c'est la première chose. Un lead-off man, est-ce que tu veux revenir avec Springer? C'est parce que là, Springer, là, il y a un début de saison sensationnel. Je veux-tu le mettre dans un rôle dans lequel il n'y a pas eu de succès dans les dernières années? Pas vraiment. Mettons qu'on met Springer premier, Bichette deuxième, Guerrero troisième, Santander quatrième. Mais après ça, puis même là, je veux dire, on se rend à Santander, mais en arrière, là, c'est un paquet de suspects. Puis moi, je veux pas les blâmer, là. Tu sais, Ernie Clement, là, il fait ce qu'il peut. Roden, c'est un jeune. Je veux pas lui mettre de cette pression-là. Mais les gars qu'on est allé chercher à date limite l'année passée, là, qu'on disait, là, pour renflouer l'équipe. Loperfido. Loperfido, dans la Ligue mineure. Ensuite, c'était qui? Classé. Wagner. Wagner, Classé, il joue. classé. Classé. Classé, il est encore classé dans les Ligues mineures. Wagner. Wagner frappe pour 200. Frappe pour 200. Tu sais, on en a combien des gars qui frappent pour 200? C'est ça, je te dis. Ernie Clement également, tu sais, je veux pas m'acharner sur lui. C'est pas non. un joueur à chaque jour, frappe pour 2,32. David Schneider, on a été tellement patient avec lui. Ça a pris moins de 0,67 avant de le débarquer de là. Will Wagner joue pas mal à chaque jour, 200 de moyenne. Nathan Lucas, 200 de moyenne. Alan Roden, bon début de saison depuis ce temps-là, 203 de moyenne. Ouais. Tu sais, tu peux pas gagner des matchs, là. Moi, ce que Trop de j'aimerais- gars à 200, pas 280, pas 275, 203. Non. Tu sais, T'sais, c'est on pas se gagné. souviendra, là, la Mendoza line, hein, dans le baseball, les gens qui Ouais, nous c'était écoutent 200. connaissent ça. Mhm. C'était 200. En bas de 200, là, t'étais considéré comme un gars qui avait pas vraiment d'affaires dans le baseball majeur. Imagine, Écoute. la moitié du club sont dans la Mendoza line du côté des Blue Jays. Ben, moi, ce que j'aimerais, c'est que Schneider, à un certain moment donné, tu sais, il est vraiment entêté, là. Tu sais, je veux dire, tu vois que ça ne marche pas. À tous les jours, je vois le pop-up et je regarde l'alignement. Même affaire à tous les jours. Non, mais tabarouette. Ouais, mais Varsho lui- revient bientôt, là. Ben Varsho est supposé revenir bientôt Et puis- et si il reprend où ce qu'il avait laissé au camp d'entraînement, ça va être prometteur. Mais je pense pas là, que ça va être Dalton Varsho avec 350 de moyenne, puis là, tout d'un coup, il va frapper comme nettoyeur, c'est-à-dire clean-up. Sérieusement, t'en as pas de nettoyeur dans ce line-up-là. Non, mais Sérieusement, moi, ça- c'est qui ton nettoyeur? Même si Varsho arrive, t'as pas de quatrième frappeur, t'as pas de premier frappeur. Je connais pas beaucoup d'équipes qui gagnent des séries mondiales avec pas de premier frappeur et pas de nettoyeur au courant des années, là. Non, mais tu sais, dans un monde idéal, Guerrero pourrait frapper quatrième. Puis si tu avais des gars autour de lui pour le protéger, il n'y en aurait pas de problème. Il serait capable de faire ce job-là. Mais tu as raison de dire que j'écoute encore une fois à la radio, un peu à droite et à gauche, et les gens disent « Oui, mais Varsho va revenir bientôt. » Tabarouette de tabarouette. Avez-vous vu Varsho dans les dernières années? Pensez-vous vraiment qu'il va faire une différence dans cet alignement-là? Oubliez ça. Oui, au camp d'entraînement, il a frappé 4 circuits. C'est lui qui en avait le plus dans l'équipe. Mais le camp d'entraînement, ça compte pas. Il y a une raison pourquoi ça s'appelle le camp d'entraînement. Il avait connu également du succès au camp d'entraînement 2024 et dans la saison, ça a été quoi? 2-20, 2-30 avec quelques flashs offensifs Ben oui, à gauche et à droite. Pas lui qui va venir changer la donne non. dans l'alignement. Hey, écoute, je fais une parenthèse, je reviens Vas-y. sur quelque chose que tu avais dit tout à l'heure. Tu sais, par rapport aux manches là, où on est allé en prolongation, où les Jays ont eu 3 opportunités avec des coureurs au troisième, moins que 2 retraits, puis tu marques pas. J'écoutais nos chers amis Blair and Barker à Toronto. Il y a un intervenant qui appelle puis qui dit « Si on n'est pas capable de frapper un maudit coup sûr quand c'est le temps, là, OK? Pourquoi tu ne demandes pas l'amorti suicide? Au moins, t'essayes. Si tu demandes l'amorti suicide, puis ça réussit, tu gagnes le match, OK? Puis
Je veux dire, si t'es pas capable de déposer un amorti suicide, va-t'en vendre des t-shirts, des bas sur Chabanel, va faire d'autres choses. Mais, tu sais, je veux dire, essaye quelque chose. Reste pas là les bras croisés. Là. J'ai fait le tour des réseaux sociaux tantôt du côté des Jays de Toronto et il y a beaucoup de monde qui, dernièrement, là, disent, garde, si vous voulez aller au match, là, je vous vends les billets pas chers parce que je suis vraiment insatisfait du spectacle. Hey, c'était endormant au non, possible cette semaine. C'était pas regardable. Anthony Santander et Imanez, des déceptions, je pense, depuis le début de la saison. Écoute, ils ont eu 54 occasions avec des coureurs en position de marquer depuis le début de la saison. Là. Une moyenne combinée Tachtatchuk de 130. 7 en 54. Tu peux pas gagner. Tu peux pas gagner lorsque ces gars-là frappent 3 et 4, 7 en 54. T'en as-tu des coureurs sur les buts qui sont pas venus marquer, troisième retrait, et on retourne en défensive. Pas juste pour le bon sens. Là. Je veux parler de la statistique de la moyenne au bâton avec des coureurs en position de marquer. Tu sais, il y a deux philosophies. Il y a des gens qui pensent que c'est une statistique que tu te dois d'améliorer et tout ça. Faut que tu frappes des coups sûrs quand c'est le temps. Moi, je suis de l'autre philosophie. Moi, je suis de la philosophie, et ça, c'est Ichiro qui en parlait un peu dans le temps, qui disait, tu peux pas choisir les moments où tu vas frapper un coup sûr puis les moments où tu n'en frapperas pas. OK? C'est arbitraire. Tu peux pas, c'est pas tangible. Mais ce que tu peux faire, c'est que si tu t'améliores en tant qu'équipe et tu augmentes ta moyenne au bâton en général dans toute l'équipe, ben automatiquement, ta moyenne au bâton va aussi être meilleure quand tu as des coureurs en position de marquer. Et présentement, c'est trop faible, Gavino. C'est trop faible pour essayer de faire remonter ces chiffres-là. C'est trop faible en général pour que cette statistique-là s'améliore. Alors, tu as un foutu problème. Et, Gavino, le pire, c'est que on regarde en bas à Buffalo. C'est pas comme si... Il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas d'autre option. Je veux dire, Orelvis Martinez, il frappe pas vraiment cette année. T'as pas de gars qui sont en train de menacer, de détruire complètement le 3A. Il va falloir être patient. Écoute, Philo, le temps presse. Je veux prendre deux questions du public en rafale. On a 2 minutes pour ce bloc-là. Né pour un petit pain qui mentionne... Quel est le besoin le plus criant, un gros cogneur ou un autre partant du côté des Jays de Toronto? Si tu t'appelles Atkins, Shapiro, tu fais quoi pour améliorer cette équipe-là à très court terme? Ah, c'est sûr que c'est un coup de bâton qu'on a besoin parce que même si présentement on a 4 lanceurs partants, puis soit dit en passant, Schneider l'a dit qu'on va y aller à 4 là, pour la courte période de temps. La semaine prochaine, on aura besoin d'un 5e lanceur éventuellement. Peut-être que ce sera le fameux bullpen day. Là. On va sortir quelqu'un de l'enclos là, pour lancer un match. Mais non, le besoin le plus criant, c'est au bâton. On t'a montré les statistiques tout à l'heure. Les statistiques offensives de l'équipe sont parmi les pires du baseball majeur. Alors, c'est clair que c'est là. Autre question de notre ami François Pélapointe. Est-ce qu'il reste assez d'argent pour s'offrir de l'aide à Vladimir Guerrero? Il ne pourra pas tout faire tout seul. Je vous l'ai dit tantôt, là. Des contrats de 92 millions à Santander, 58 à Alejandro Kirk, également là, Springer, 25 millions par année. Je veux dire, Toronto est pas cheap, là. En dépense beaucoup d'argent, 2,40, 2,45, mais écoute, ça frappe pas. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation-là de notre ami M. Lapointe? J'écoute souvent, comme j'ai dit, notre ami Jeff Blair qui dit « L'argent, c'est pas un problème chez les Blue Jays. » Écoute, c'est pas un puits sans fond. Et pour moi, tu as beaucoup trop de joueurs dans cette équipe-là qui gagnent beaucoup trop d'argent pour ce qu'ils donnent en retour. Et on ne pourra pas se payer tous les joueurs qu'on veut. La réalité, c'est que la masse salariale est déjà extrêmement élevée. À 240 millions, les Blue Jays acceptent de payer de la taxe de luxe. Puis regarde ce que ça donne. Ça donne un alignement avec plus de trous qu'un fromage suisse. Il reste 3 minutes à l'émission. Philo, plafond salarial et expansion dans le baseball majeur. Tu veux me parler de Rob Manfred qui a donné, je pense, une entrevue dernièrement à David Sampson. Oui, en fait, c'est au Sports Business Journal. Puis notre cher ami Petit Tro, là, qui a son podcast, a repris ces informations-là. Qui est très bon en passant, David Sampson, comme podcasteur. Oui, très, très bon. Ce qu'il a mentionné dans cet échange-là cette semaine, c'est qu'il a parlé du plafond salarial. On y revient. Là, on le sait, là, Gavino, là, c'est à peu près 25 propriétaires qui sont pour le plafond salarial et à peu près 5 au moment où on se parle qui sont contre. On sait que ça prend 23 votes
sur 30 pour passer une idée de convention collective. Donc, on est très, 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 très loin de ça. On semble sticker sur l'idée du plafond salarial, mais il ne faut pas oublier que si on met un plafond, il faut mettre un plancher aussi. Et là, tu as des équipes qui ont un problème avec ça. Les Marlins, les Pirates, les Rays, nomme-les, il y en a un paquet. Ouais. Alors, déjà, les propriétaires entre eux doivent s'entendre sur combien on veut mettre de plafond, combien on veut mettre de plancher, avant même d'approcher l'association des joueurs et de les convaincre que c'est une bonne idée. Est-ce qu'il y a des chiffres qui ont été avancés sur le plancher salarial? Parce que, moi, j'imagine que pas en bas de 100 millions, Ben, si c'est c'est une franchise. Là. Ben, c'est ça le problème. Donc, les joueurs doivent regarder ça et se dire, OK, plafond salarial, mais s'il y a 7 ou 8 équipes qui, présentement, dépensent 40-50 millions puis sont obligées d'en dépenser 100, peut-être qu'on va être gagnant. Et c'est peut-être comme ça qu'on va être capable de la faire passer. Les autres informations qu'on a voulu divulguer dans cette entrevue-là, dans cet entretien-là, c'est que le baseball majeur va procéder à une expansion dans les prochaines années. Ils ont aussi mentionné que Sacramento devient maintenant une ville candidate. Ils vont déposer une candidature. Ils ont maintenant les A's d'Oakland, mais ça semble assez clair que les A's, et ça, Manfred l'a mentionné, les A's s'en vont à Vegas. Ils ne demeureront pas à Sacramento. Vous avez vu que Portland, cette semaine, ont dévoilé des plans. Ils ont une entente avec les paliers de gouvernement pour faire bâtir un stade extraordinaire. Selon ce que David Samson a raconté, c'est que l'expansion, ça va être un club dans l'Ouest, un club dans l'Est. L'autre information, c'est qu'on a dit que pour le début de la saison 2026, Gavino, les Rays pourront compter sur leur stade avec un nouveau toit, vont pouvoir réintégrer le vieux Tropicana Field, parce que là, les Yankees l'ont dit, là, c'est une année au George Steinbrenner Field, pas plus. Alors, les Rays vont retourner là. Bon, il faut qu'ils travaillent vite. En tout cas, je suis sûr qu'ils travaillent plus vite que les gens ici au Stade olympique. Il me semble que le nom de Montréal ne revient pas souvent dans les discussions, même avec un Stade olympique repimpé rapidement. Ben, écoute, c'est juste plate parce que ce stade-là, comme j'ai dit, le timing était excellent pour faire une entente avec le baseball majeur et un promoteur pour dire, vous voulez procéder à une expansion d'ici, par exemple, 2030, on va retaper le Stade olympique pour le transformer en parc de baseball. Si vous nous garantissez une équipe, on aurait pu faire ça, mais là, avec un stade qui demeure un stade olympique, avec un toit qui sera fixe et une configuration baseball qu'on a abandonnée, je ne vois pas vraiment une issue possible là, pour un retour de baseball à Montréal. Philo, on surveille quoi du côté des Jays? Parce que là, tu affrontes Aaron Judge en fin de semaine. 7 coups de circuit, 26 points produits, a marqué 23 points et frappe pour 415 depuis le début de l'année en 20 secondes. Ben écoute, les Yankees vont montrer aux Blue Jays comment on fait ça, frapper une balle de l'autre côté de la clôture. On se croise les doigts en espérant de ne pas se faire massacrer. Voilà ce qui complète le reportage d'aujourd'hui. Merci de nous suivre sur le podcast des Blue Jays. Nous sommes sur Twitter, Facebook, Spotify. On est un peu partout. Voilà. Au nom de Jérémy Filosa, ici Gavino Desfalco qui vous dit à très bientôt sur la Télé Rogers, le podcast des Blue Jays. Bye bye tout le monde.